Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi a présidé hier une séance de travail consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays et à la poursuite de la prise de mesures pour faire face à toute évolution. La sensibilisation est de rigueur à l'échelle du Royaume pour éviter le risque de propagation. L'élan de solidarité est partout déployé, nous le verrons à Salé. Autre action, non de moindre importance, la désinfection, notamment dans les transports en commun. Le reportage à suivre depuis Marrakech. La propagation du coronavirus préoccupe toujours autant. Hier, au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie dans notre pays et à la poursuite de la prise de mesures pour faire face à toute évolution. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre du suivi continu par le souverain de l'évolution de cette pandémie dès le début de sa propagation à l'échelle mondiale et immédiatement après l'apparition des premiers cas sur le territoire national. Mohamed Aïtleshkar. Au début de la réunion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est informé auprès du ministre de la Santé au sujet des derniers développements de la situation sanitaire dans notre pays, de la capacité d'accueil des hôpitaux et des unités de santé dans les différentes régions du Royaume et des mesures prises pour satisfaire tous les besoins en termes de sécurité sanitaire, dont les produits de désinfection et les médicaments. Et sur la base des données présentées par le ministre de la Santé et partant du souci de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'élever les capacités du système sanitaire national pour faire face à cette pandémie, le souverain, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales a donné ses hautes instructions à l'inspecteur général des Forces armées royales pour mettre les structures de santé équipées dont la création avait été ordonnée auparavant par le souverain dans les différentes régions du royaume dans cet objectif, à la disposition du système sanitaire avec toutes ses composantes en cas de besoin. Cette haute initiative royale s'inscrit dans le cadre de l'approche proactive que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné d'adopter depuis l'apparition de cette pandémie et du renforcement des mesures préventives sans précédent prises par les secteurs et les institutions concernées pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Cette réunion a été l'occasion de passer en revue les étapes de mise en application des mesures qui ont été prises sur hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui concernent la fermeture de l'espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l'annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume, outre une série de mesures prises par les autorités compétentes dans le domaine des transports publics et la fermeture des espaces publics non nécessaires. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne application des mesures efficientes visant à assurer l'approvisionnement des marchés sur l'ensemble du territoire national en produits alimentaires et de consommation, produits d'hygiène et de désinfection, d'une manière régulière et permanente, et lutter contre toute forme de spéculation et de hausse des prix. Dans le même contexte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement et à tous les départements concernés de prendre toutes les mesures nécessaires et de se préparer à une nouvelle étape en cas de nécessité. Cette réunion s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Saad El-Othmani, du ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, du ministre de la Santé, Khalid Taleb, du général de corps d'armée, Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des Forces armées royales,
du général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, et du directeur général de la Sûreté nationale, directeur général de la surveillance du territoire national, Abdelatif Hamouchi. Et pour contrecarrer la courbe ascendante du Covid-19, la prévention est de rigueur. Une situation exceptionnelle face à laquelle les autorités publiques se mobilisent sans faille. Une série de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer le système de veille adopté depuis l'apparition de ce virus. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Soad Anachet. Le communiqué conjoint de préciser que dans ce contexte et suite aux mesures annoncées précédemment, les autorités publiques appellent les citoyennes et citoyens à restreindre et à limiter leurs déplacements et à se conformer à l'isolement sanitaire dans leur domicile comme mesure préventive nécessaire dans cette étape délicate afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. À cet effet, les déplacements dans les lieux et places publiques seront conditionnés par la nécessité absolue d'aller faire des courses ou de se soigner ou de rejoindre le travail. Les autorités locales et les forces publiques, Sûreté nationale et Gendarmerie royale seront chargées d'orienter les citoyens pour respecter la mise en œuvre de ces mesures prises dans l'intérêt général du peuple marocain. Pour rassurer les citoyens concernant les besoins et nécessités de la vie quotidienne, le communiqué souligne qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant au niveau d'approvisionnement eu égard aux précautions et mesures prises par les secteurs concernés en vue de garantir le déroulement normal de tous les circuits de distribution des produits de première nécessité, alimentaires et hydrocarbures, ainsi que les produits nécessaires disponibles dans les différents locaux et espaces de commerce sur l'ensemble du territoire national. Enfin, le communiqué conjoint met l'accent sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène de sécurité physique annoncées par les autorités sanitaires, appelant les citoyens qui pourraient présenter des symptômes liés au virus à se diriger exclusivement au centre sanitaire habilité. Chez nous, le bilan grimpe à 49 cas. 49 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus. Selon le ministère de la Santé, il s'agit de cas en provenance de l'étranger. 2 Français à Agadir, 2 Marocains de Casablanca de retour d'Espagne et un Marocain de Meknes venant d'Égypte. Ces cas sont tous sous assistance médicale à l'hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Le fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, mis en place sur haute instruction royale, a atteint près de 15 milliards de dirhams grâce à la contribution de plusieurs institutionnels, entreprises publiques, semi-publiques et privées qui se sont mobilisés à cette fin. Et puis sachez que toute personne intéressée est invitée à verser ses dons au compte d'affectation spéciale visé par virement bancaire sur le compte qui s'affiche à l'écran, ouvert sur les livres de Bank El Maghreb, Rabat, au nom du trésorier ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Sachez que ce fonds est réservé essentiellement à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical en termes d'infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l'urgence pour traiter dans de bonnes conditions les personnes qui seraient atteintes par le virus. Il est également dédié au soutien de l'économie nationale pour faire face au choc induit par cette pandémie en vue d'atténuer notamment les impacts sur le plan social. Et vu les circonstances actuelles et la vaste médiatisation du coronavirus, plusieurs applications et sites web malveillants qui ont pour but d'infecter un nombre important de victimes sont apparus. Dans un communiqué, l'administration de la Défense nationale avance un certain nombre d'applications qui procèdent à des actes de piratage et de demande de rançon. Les explications avec Mohamed Etlishker. Des applications et sites web malveillants. À titre d'exemple, l'application dite de suivi du coronavirus CovidLock. Ce n'est en réalité qu'un ransomware disponible sur le site Coronavirus App. Ce ransomware chiffre les appareils des victimes, puis demande qu'une rançon de $100 soit payée en Bitcoin dans un délai de 48 heures pour récupérer l'accès à l'appareil infecté. Commence alors le chantage. Les auteurs de ce ransomware avertissent les victimes que les contacts, photos et autres contenus
seront supprimés et les comptes de médias sociaux seront divulgués. Un autre exemple d'attaque vise spécifiquement les victimes qui s'intéressent aux présentations cartographiques de la propagation de coronavirus sur Internet. Un utilisateur peut télécharger et exécuter une application malveillante qui montre une carte de propagation de la maladie. Mais en arrière-plan, elle installe un malware afin de compromettre les machines des victimes et voler leurs informations confidentielles. Blackwater, autre variante de malware, l'attaque est initiée par des emails de phishing contenant des pièces jointes malveillantes qui prétendent être des informations sur le coronavirus Covid-19 en vue d'attirer les victimes. Une fois ces pièces ouvertes, le malware est installé sur l'ordinateur de la victime. Alors pour contrer ce type d'attaque, il est conseillé aux utilisateurs de s'assurer que la source des applications de confiance et que les ressources utilisées proviennent d'établissements de santé gouvernementaux ou de médias officiels. Faites donc très attention aux fake news. Le ministère de l'Intérieur nous vous le rappelle, mais on garde les auteurs de la fabrication, de la publication de fake news de nature à porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des citoyens qui sont passibles de sanctions prévues par la loi. Le ministère souligne que toutes les mesures et les procédures proactives et préventives prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 sont annoncées via les canaux officiels. Les centres de santé se mobilisent naturellement en cette période de crise sanitaire. Ils restent ouverts et orientent les citoyens vers les structures habilitées en cas de suspicion d'une contamination au coronavirus. C'est un sujet à Casablanca de Saïda Idrissi, Soufiane Ibrahimi, Sarah Katir. C'est vers le centre de santé urbain le plus proche que cette maman se dirige avec son fils de 9 ans présentant une fièvre assez élevée. Après examen minutieux, le docteur a pu diagnostiquer une angine, mais a relevé toutefois la prise d'anti-inflammatoires par le petit patient, chose qu'il ne faut pas faire en cette période. C'est un petit garçon de 9 ans qui est reçu pour fièvre, donc c'est ce qu'a dit la mère. Bien sûr, en prenant la fièvre ce matin, j'ai pas trouvé de fièvre, on n'a pas confirmé, mais elle venait de lui administrer il y a 2 heures un anti-inflammatoire pour sa fièvre. J'ai parlé à la maman pour éviter ce genre d'attitude en face de fièvre. Il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires en première intention. D'ailleurs, il faut, surtout dans cette période dans laquelle on passe, c'est-à-dire la période de l'infection au coronavirus, quel que soit leur type, sans prescription médicamenteuse. Aujourd'hui, quoi qu'ouvert, les dispensaires et centres de santé urbains ne reçoivent pas beaucoup de monde. Les citoyens sont en effet priés de rester chez eux et ne sortir qu'en cas de nécessité. Le rôle du dispensaire dans l'information, l'éducation et sensibilisation, c'est de dire aux gens de ne sortir que pour une raison obligatoire et surtout de se laver les mains chaque fois qu'ils entrent, chaque fois qu'ils sortent et de ne pas toucher ni la bouche, ni le nez, ni les yeux parce que ce sont des portes d'entrée pour tous les microbes, même ce virus corona. Le personnel des dispensaires et des centres de santé sont aussi mobilisés pour orienter les patients et aussi pour les sensibiliser à la nécessité de respecter les règles d'hygiène et de sécurité physique annoncées par les autorités sanitaires. Les citoyens qui pourraient présenter des symptômes liés au virus Covid-19 sont appelés à se diriger exclusivement aux centres sanitaires habilités. La société civile n'est pas en reste dans cet élan de sensibilisation et de communication au risque de contamination au coronavirus. Le mot d'ordre est de ne surtout pas baisser la garde. Nous verrons comment dans ce reportage à Salé de Samira Asban, Ami Sharkawi et Oumaïma Rabi. تحاولوا الى جاو الناس تهضروا معاهم وتفهموهم على المسافه يعني تكون الناس ولكن من بعيد. Pour ces jeunes, la journée s'annonce chargée. Ils ont investi les rues de Salé tôt ce matin. Leur mission, attirer l'attention des citoyens sur l'importance de limiter leur sortie. Flyers de sensibilisation à la main, ils se dirigent vers les quartiers résidentiels, les mosquées
en abordant tous les passants. Cette initiative est très utile pour les habitants de Salé. Il est impératif de mettre en application toutes les mesures préventives communiquées par le ministère de la Santé et s'abstenir de sortir, sauf en cas de nécessité majeure. Pour limiter la propagation du virus, il faut qu'on fasse attention à garder au minimum 1 mètre de distance entre nous. Et surtout, faire attention à ne pas se saluer. Dans ces circonstances, il faut se protéger au maximum. Après les résidences, ces jeunes mettent le cap sur les artères de la ville. En groupe de 2, ils essayent d'intercepter l'attention de toutes les personnes qu'ils croisent. Le mot d'ordre, c'est d'éviter de sortir de chez soi autant que faire se peut. Et si jamais on y est obligé, il faut impérativement se laver immédiatement après. Le but de cette campagne de sensibilisation, c'est d'alerter les citoyens quant à l'importance d'appliquer à la lettre les différentes directives et recommandations du ministère de la Santé. En cette période critique, toute la société civile est invitée à prendre part à cet élan de mobilisation générale en sensibilisant au maximum les citoyens quant à l'importance d'adopter de nouveaux comportements responsables. Et partout, les opérations de désinfection à plus grande échelle se multiplient, notamment dans les moyens de transport public, bus, grands et petits taxis, trams et trains. Le reportage à Marrakech est signé Amina Alem et Zakaria Moukenbillah. Nous sommes à un des points chargés de désinfecter les moyens de transport au niveau de la cité Ocre. Grands et petits taxis sont aspergés de produits désinfectants. L'opération inclut l'extérieur et l'intérieur du véhicule. La désinfection est essentielle pour prévenir la contamination par le coronavirus, car nous transportons beaucoup de passagers. Nous sommes tenus de venir ici chaque jour à 9h du matin. Cette opération s'inscrit dans le cadre des prérogatives du Bureau communal d'hygiène. C'est une action de prévention pour stopper la propagation de l'épidémie. Les chauffeurs de taxi ont rapidement adhéré à cette initiative. À la gare routière, c'est le même niveau de vigilance. Des employés du bureau d'hygiène entreprennent d'aseptiser les locaux et les bus entrant ou sortant de la gare. Là aussi, l'adoption de mesures préventives reste de mise. Plusieurs intervenants participent à l'opération de désinfection. Administration et employés de la gare routière, services préfectoraux et conseils communal. Nous sommes conscients de la nécessité de ces actions. Nous travaillons à sensibiliser les citoyens via des haut-parleurs et nous incitons les propriétaires de bus à aseptiser leurs véhicules. Une opération organisée selon un planning déterminé pour profiter à l'ensemble de la flotte de taxis de la ville Ocre, soit 4000 véhicules. Cette opération de désinfection s'ajoute à une série de mesures relatives à la gestion du transport public afin de préserver la santé et la sûreté des citoyens face à la propagation du coronavirus. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. La Fondation apporte une contribution de 10 millions de dirhams au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus. Cette contribution directe vient renforcer l'élan national de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19, à soutenir la santé publique ainsi que l'économie nationale et à réduire ses effets sur les populations défavorisées. Pour en parler, ce soir, professeur Mustafa Naji est avec nous, professeur de virologie et directeur du laboratoire de virologie de l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors professeur, beaucoup de questions nous interpellent. On commence d'abord par le commencement. Qu'est-ce que l'on entend par un virus et par le coronavirus ? Tout d'abord, Iman Ablou, permettez-moi de vous remercier à travers vous. Je remercie l'ensemble du personnel, qu'il soit administratif ou technique, de la OULA,
pour leur engagement effectif dans c'est un devoir national. Voilà, justement. dans la sensibilisation du citoyen. Oui, le plaisir est double. D'abord de partager aussi cette contribution à la sensibilisation. Et en réponse à votre question, c'est quoi le corona? Voilà. Quelle est la différence entre le virus et la maladie? Et le Covid-19. Voilà, très bien, une très bonne question. Parce que d'abord, il y a un postulat très connu dans le domaine de la virologie et en microbiologie en général, ce qu'on appelle le postulat de Koch. Il y a toujours un lien entre la maladie et l'agent causal. Dans ce cas-là, la maladie, c'est ce qu'on appelle le Covid, pour D en anglais, veut dire disease, et Co, c'est pour le corona. Et l'agent causal, c'est le virus qui est un corona. Ce virus, il est très connu, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a été identifié en 1960 sous le nom de coronavirus. Après, il est apparu en 2002 avec le nom de le SARS. Et après, il est apparu en 2012 avec le nom de MERS Corona. Et en 2019, c'est le Covid. Donc ce virus, c'est le même. La seule particularité de ce virus, c'est qu'en 1960 jusqu'à 1902, il était à étiologie et d'origine humaine. C'est-à-dire, on le retrouve chez l'homme, notamment comme le OC43, le 229E, et un autre qui est à étiologie neuronale. Et à partir de 2002, il y a changement. Le virus, il nous provient des animaux. Et il faut rappeler aussi aux citoyens... Il se transmet de l'animal à l'homme. À l'homme. Depuis 2002. C'est le cas du Covid-19. C'est le cas du Covid-19. Mais juste un rappel, c'est qu'en virologie, normalement, il y a une spécificité d'hôte, spécificité de tissu, et spécificité aussi de l'état cellulaire. C'est-à-dire un virus qui infecte l'homme, il infecte uniquement l'homme. Et qui infecte l'animal, mais avec ce virus, ce n'est pas le cas. Il y a un passage interespèce. Et c'est ça qui donne la particularité à ce virus-là. Justement, on en sait un peu plus sur le mode de transmission, mais qu'en est-il des moyens de contamination d'un humain à un autre? Le moyen de contamination d'un être humain à l'autre, bien sûr, d'abord, le virus nous provient des animaux, mais c'est ces animaux qui ont passé le virus à l'être humain, et qu'il y a un ensemble de mesures d'hygiène, en quelque sorte, qu'il faut appliquer et qu'il faut connaître, notamment que le lavage des mains très fréquemment, parce que le virus, il peut se trouver au niveau des mains, il va vivre pendant 2 heures, il peut se retrouver sur les surfaces, sur les plastiques, sur même l'acier inoxydable. Et il peut se trouver également, même au niveau des gants. Il peut vivre jusqu'à... Et il a une durée de vie assez importante, sur l'ensemble des surfaces. Tout à fait. Sur les mains, c'est 2 heures. Sur les surfaces, ça peut être les plastiques jusqu'à 3 jours. Et sur les gants, par exemple, jusqu'à 9 heures. Il faut connaître ces règles et multiplier les lavages. Ça, c'est très important entre les personnes. On y revient au cours de cet entretien sur les moyens de prévention. Mais d'abord, professeur, on a vu récemment l'engouement sans précédent de l'ensemble des citoyens sur des équipements comme les masques, les gants. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces pour les gens qui n'ont pas contracté le virus, ou alors ils sont strictement adaptés aux patients? Je peux vous dire que ce n'est pas justifié et que effectivement les gens ils ont des soucis, et ça fait partie des soucis. Ce n'est pas en portant un masque qu'on va se protéger, parce qu'il y a d'abord 2 types de masques. Il y a les bavettes communément, ça protège en quelque sorte la personne contre celui qui les porte. Et il y a d'autres masques qu'on appelle le FFP2 et FFP3, ils protègent l'individu, même la communauté. Et aussi ces masques même, si vous les portez, ils n'ont qu'une durée de vie, c'est à peu près 3 heures. Est-ce que c'est justifié de les porter? Je pense que non,
Parce que lorsqu'on connaît comment le virus il se transmet, si vous voulez, on peut revenir. Donc on peut enchaîner. Bien sûr. Oui. Donc c'est pas un virus qui se transmet par voie aérienne. Non. C'est surtout par les contacts. Tout à fait, parce que le virus ne se transmet pas par l'air, il se transmet par les aérosols. Et ces aérosols se trouvent, par exemple, maintenant je suis en train de vous parler, je suis en train d'émettre des aérosols et le virus il est viable dans ces aérosols pour quelques heures seulement. Et donc, en quelque sorte, la viabilité elle est limitée. Il suffit de multiplier en quelque sorte les moyens d'hygiène pour contrecarrer la transmission de ce virus-là. Alors, professeur, on dit que les personnes âgées sont les plus vulnérables à ce virus. Est-ce qu'ils sont vraiment majoritairement atteints parmi la population générale? Vrai ou faux? Oui, pour répondre à ça, il faut comprendre que normalement, le virus est un antigène. C'est-à-dire, comme n'importe quel antigène, lorsqu'il rentre dans notre organisme, il va synthétiser une défense. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Il y a deux types. Il y a l'immunité humorale qui sont les anticorps et il y a l'immunité cellulaire qui sont les cellules cytotoxiques. Alors, les personnes âgées, en quelque sorte, plus ils augmentent dans l'âge, plus cette immunité se fragilise, il diminue. Notamment les personnes qui ont des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension ou même certains cancers, ça diminue. Maintenant, les enfants, ils ont une immunité beaucoup plus élevée. Ça ne veut pas dire que ce virus n'infecte pas les enfants. Il infecte les enfants, mais les enfants, ils ne sont pas du tout soucieux. Ils vont passer pas de symptômes. Pas du tout. Ils vont jouer comme rien n'est là, alors que les personnes âgées, en quelque sorte, le moindre changement, ça les dérange. Autre définition, précision s'impose, professeur. Quelle différence entre isolement et confinement, et ils sont conditionnés par quelles circonstances? Très important, mais avant de répondre à cette question, Iman, permettez-moi aussi de préciser que cette immunité n'est pas quelque chose qu'on peut la booster. Et on la booste comment? Par notre manière, comment on mange. Et le choix des aliments aussi, il est très important. Et comment l'immunité, les anticorps, ce sont des protéines. Et donc, il faut manger en quelque sorte les protéines pour pouvoir permettre à notre corps de fabriquer d'autres protéines. Les anticorps. Oui, les anticorps, c'est important. En plus de ça, il faut consommer de la vitamine C. Ça ne sert à rien de manger 10 kilos de vitamine d'orange. Il est préférable de les manger chaque jour que de prendre des quantités. La même chose pour les viandes, il vaut mieux avoir un apport soutenu que de manger des grandes quantités. Maintenant, pour la question que vous avez posée, c'était... Oui. Voilà, sur la différence entre l'isolement et les confinements. Ils sont conditionnés par quelles circonstances? Très importante. Moi, je trouve que c'est une excellente mesure que le gouvernement a pris pour cette histoire de confinement, parce que c'est pas le confinement, c'est-à-dire parce que tous les cas qui sont arrivés au Maroc, ils sont venus de l'étranger. Exactement. Donc on a ce virus-là, on n'a pas. Le seul cas qui a été démontré, c'est la contamination d'une femme par son mari et qui est venue de l'étranger. Donc en fin de compte, si on veut qu'on ne reprenne pas ce qui s'est passé, surtout en Italie et en France, c'était des mesures très judicieuses. Préventives surtout pour casser la chaîne de propagation. Exactement. Et d'arrêter les voyages, les intrants et aussi les extrants. De restreindre justement les rassemblements. Tout à fait. Et ça, c'est les déplacements. Ce qu'on appelle les quarantaines, c'est-à-dire la mise. Mais il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça veut dire, l'isolement? L'isolement, il s'applique pour des gens qui sont confirmés qu'ils sont malades. Et on les met à part pour ne pas contaminer les autres. Et ça, c'est très important. Et donc, toute personne qui est en contact avec une personne malade, il est, il est potentiellement, je dis bien potentiellement, contaminé jusqu'à preuve du contraire.
Et cela, le temps d'incubation, c'est entre 2 jours et 14 jours. Si après 2 jours, 14 jours, il n'y a pas de symptômes, la plupart des symptômes, comme vous le savez, c'est l'élévation de température, la toux et aussi la fatigue générale. Et en quelque sorte, si au bout de 14 jours, il n'y a pas de ces symptômes, et surtout, il y a un test qui se fait en laboratoire, c'est la confirmation de la présence de l'ARN viral par une technique qu'on appelle la PCR, qui est très sensible pour la détection. Une fois, si on n'a pas ce virus-là, et après 3 prélèvements, s'il n'y a pas de présence de virus, la personne est saine. Négatif. Oui, la personne est saine. Très bien, professeur. Vous restez avec nous le temps de passer aux gestes barrières, comme on dit, avec l'épidémie qui sévit dans le monde depuis plusieurs mois déjà. Il n'y a pas de mal si on rappelle des gestes de prévention et de mise en garde pour se protéger les plus vulnérables d'entre nous, sans oublier la prévention à l'intérieur de nos habitations. Rachid Ouaheb, chef du département pour un environnement sain au ministère de la Santé, nous en parle. Écoutez-le. La circulation de cette maladie se fait à travers un virus qui peut s'absorber sur des surfaces, c'est-à-dire se coller sur des surfaces et rester pendant de quelques heures à jusqu'à quelques jours en bonne santé, c'est-à-dire que lorsque l'on nous touche avec la main et par la suite on touche quelqu'un ou on touche soi-même la bouche ou le nez, on peut contracter cette maladie. Donc la nettoyage et la désinfection est capitale. Et c'est un effort, c'est un geste simple qui pourrait limiter la propagation de cette maladie. Ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord au nettoyage. Pourquoi? Parce que le nettoyage, avec du savon, tout simplement, ça va enlever les salissures, ça va enlever les matières organiques, et partant de là, la désinfection sera plus efficace, puisque on aura des surfaces propres et le virus à nu, et lorsqu'on aura impliqué un désinfectant, dans le cas, on peut utiliser l'eau de Javel tout simplement, juste un peu plus concentré que d'habitude, c'est-à-dire à 1/6, utiliser par exemple un verre d'eau de Javel 12, degré 12, avec 5 autres verres d'eau simple. Et prendre un petit chiffon, l'imprégner de cette solution et frotter et appliquer ce chiffon, sur toutes les surfaces, principalement les surfaces que nous touchons. Nous avons l'habitude de toucher avec les mains. Alors professeur, on vient de l'écouter, les gestes barrières qui s'imposent et on ne cessera jamais de le dire. La désinfection, ça passe aussi par l'hygiène et le lavage des mains, mais pas de n'importe quelle manière. Tout à fait. Comment le faire, professeur? Tout à fait. D'abord, pour expliquer réellement pourquoi c'est important, permettez-moi un petit geste pédagogique, habitude oblige. Ici, vous avez un petit schéma, le virus, comment il se compose. Très bien. Vous voyez au milieu, c'est ce qu'on appelle le génome qui est ARN, et tout ce qui entoure ce que vous voyez ici, c'est l'enveloppe du virus. Et c'est la particularité de ce virus. Cette enveloppe, il comporte ici, les points que vous voyez ici, c'est des lipides qui sont situés sur l'enveloppe. Lorsque on fait, par exemple, des détergents comme l'alcool à 70%, il permet de solubiliser ces lipides et en les solubilisant, on va détruire la particule virale. Donc, d'où la nécessité d'utiliser des détergents et d'utiliser en quelque sorte ces solvants qui sont à base de solutions hydroalcooliques pour limiter. Donc ça, c'est très important. Très bien, neutraliser le virus. Si on se lave bien les mains, si on utilise les gels désinfectants, le savon tout simplement. Le savon. C'est aussi efficace. Multiplier le nombre de lavages des mains à chaque fois qu'on utilise, parce que on peut y aller, on peut serrer la main de quelqu'un qui est malade, mais en se lavant les mains, on peut se débarrasser de cette... D'accord, professeur. Oui. Alors, on parle aussi des moyens curatifs. Bon. On en est aux moyens préventifs, faute de trouver pour le moment un vaccin. Alors quels sont à votre avis les moyens préventifs et les moyens curatifs à ce stade de la contamination et de la propagation du virus? Oui, pour les virus, il ne faut pas oublier une chose. Un virus, quelle est la définition d'un virus? C'est une entité qui est acellulaire.
C'est-à-dire, le virus n'a pas d'existence, il n'est pas viable en dehors de toute cellule. Tant qu'il ne rentre pas dans l'organisme, les virus, je peux prendre, si c'est ça, c'est mon virus, je peux le laisser, il peut rester pendant plusieurs jours et il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où les virus pénètrent dans mon corps, l'infection se demande et il commence. Et on a deux catégories. Ce qu'on appelle les moyens préventifs, c'est que la fabrication de, par exemple, cette structure que je viens de vous montrer, il suffit qu'on enlève ce que vous voyez ici, ça s'appelle des spicules. Au moins qu'il y a des glycoprotéines, on peut les enlever. Et en les enlever, le reste de la carcasse, on va le donner à l'individu. Et l'individu va produire des anticorps, donc une immunité, pour lutter le jour J où il est en présence du vrai virus sauvage. Ça, c'est ce qu'on appelle le vaccin. Le vaccin, on le donne à une personne comme vous et moi, on n'a pas la maladie. Je peux vous dire, à cette étape, il n'y a pas de vaccin. Et les gens, ils doivent prendre leur mal en patience parce que les recherches, règle générale, ça prend entre 1 an jusqu'à 1 an et demi pour développer un vaccin parce que il y a des tests qu'il faut faire et règle générale, c'est la durée moyenne de produire des vaccins. Pour les essais cliniques. Et voilà. D'autant plus, nous sommes avec un cas particulier parce que ce vaccin, ce virus, il mute. Et on n'a pas une seule souche, mais on a plusieurs souches. On est arrivé actuellement à 5 souches. Lequel on va fabriquer le vaccin? On va le donner sans la souche initial qui est apparu à Wuhan. Dès qu'il est sorti de Wuhan, il est arrivé à l'Italie. Une deuxième chose, il est apparu, ainsi de suite. Donc d'ici quelques mois, on risque d'avoir... C'est comme le cas de la grippe, Madame Iman. Pourquoi chaque année, on est obligé de se vacciner? Parce que le virus mute. Il mute, à chaque saison. exactement. Et on souhaite tout simplement, la science le prouve, ce virus que... Maintenant, ça c'est le premier moyen de la prévention. L'autre moyen de lutter contre ces virus, c'est ce qu'on appelle les moyens curatifs. Maintenant, le malade, il est là, il présente le virus, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 cas de figure. Premier cas de figure, quelqu'un, il vient avec une détresse respiratoire, avec on peut procéder à ce qu'on appelle l'immunothérapie. On peut aller chercher le sérum d'une personne qui a été malade, qui a guéri. On le donne à la personne et ça aide. Sinon, il y a ce qu'on appelle des antiviraux, qui sont des molécules antiviraux. Ça, il n'élimine pas le virus, mais il arrête la réplication du virus. Et on a 3 types de médicaments comme ça, antiviraux. C'est les rétroviraux, les rétroviraux qu'on appelle. On a aussi les médicaments qui ont montré une efficacité pour le malaria, genre chloroquine, et d'autres médicaments qui se... Mais à date, de là de dire qu'il y a un médicament qui est efficient, les recherches vont le prouver. Et en plus de ça, ce n'est pas nécessaire de donner un médicament à toute personne, que ça dépend de l'état, de la gravité de la maladie. Il y a des choses qui vont passer de eux-mêmes. Mais si la personne, et c'est là où... Selon les sujets... Voilà, la prise en charge par un médecin, il est très important. Et aussi, il est très important, on ne doit pas consommer les médicaments à tort et à travers. Faire de l'automédication, justement. Exactement, il faut les contrôler. De consommer des anti-inflammatoires, des antalgiques. Tout à fait, Donc, parce que 2 médicaments, lorsqu'ils se combinent, ils peuvent donner un effet qui est contre-indiqué. Et c'est là où la prise en charge et l'avis du médecin, il est très important. Parce que, je vous donne un exemple très banal. Tout le monde, il prend ce qu'on appelle des phénobarbitol, qui sont des somnifères. Eh ben, ces phénobarbitol, le mélanger avec de l'alcool, rien que le sirop qu'on consomme lorsqu'on a une toux et tout ça, ça peut être fatal, ça peut tuer un individu. Dans des cas comme ça, il y a certains médicaments, il faut l'avis médical, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une insuffisance rénale. Et ça peut provoquer... C'est l'avis médical, il est très important. Maintenant, lorsque quelqu'un
il a ses symptômes. Il y a, alhamdoulilah, le numéro de Al-Yaqada. Et il y a aussi le nouveau numéro 141. Il faut consulter son médecin avant d'aller vers la pharmacie et de faire l'automédication. Surtout. Tout à fait. Professeur, merci beaucoup pour ces messages rassurants, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes virologue et professeur de virologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois. Merci, le plaisir est partagé. Merci. On enchaîne avec ce communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques selon lequel le ministère continuera de dispenser des cours d'alphabétisation via la télévision et sur Internet, sur la chaîne Mohammed VI du Saint-Coran et sur son site web. Le communiqué de ce département explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises face au virus Covid-19 pour continuer la gestion du programme d'alphabétisation dans les mosquées. Le ministère indique avoir publié le kit pédagogique sur son site internet. Les encadrants du programme mettront en œuvre des séances de révision, d'évaluation et de soutien au profit des apprenants à distance et organiseront la supervision pédagogique par le biais de tous les médias électroniques disponibles. Les bénéficiaires pourront suivre les cours à partir de lundi prochain. Ce communiqué maintenant du ministère de l'Éducation nationale qui interdit formellement les cours de soutien en présentiel dispensés au sein d'établissements privés, de centres de soutien pédagogique, toutes catégories confondues ou dans tous autres locaux ou à domicile. Le ministère informe les parents d'élèves, les établissements privés et l'ensemble du personnel de l'enseignement des secteurs publics et privés que l'interdiction des cours de soutien en présentiel intervient dans le sillage de la suspension des cours dans l'ensemble des établissements d'enseignement du Royaume, tous cycles confondus depuis lundi, conformément aux directives des autorités compétentes qui visent à endiguer la propagation du virus Covid-19. Et dans le monde, le bilan des contaminations est toujours en hausse. La pandémie compte plus de 200 000 cas, 8 000 morts à ce stade. L'Europe reste le continent où la pandémie progresse le plus rapidement. Le continent a dépassé l'Asie en nombre de décès. L'Union européenne se cloisonne. Les frontières à l'entrée de l'espace Schengen sont en passe de se fermer. Et face au risque, le Royaume-Uni change de ton et demande à sa population d'éviter tout contact social ou déplacement non essentiel. Loin du continent, la Tunisie a instauré hier soir le couvre-feu de 18h à 6h du matin pour limiter la propagation du virus. Le pays a enregistré 24 cas confirmés. Et avant de nous quitter, je vous rappelle qu'en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la Fondation apporte une contribution de 10 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Cette contribution directe vient renforcer l'élan national de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19, à soutenir la santé publique ainsi que l'économie nationale et à réduire ses effets sur les populations défavorisées. Voilà, c'est ici qu'on se quitte. Merci à vous de nous être fidèles. D'autres titres de l'actualité à 21h. À demain.